deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Blaise Doumbé Eyoum, psychothérapeute et chef d'entreprise, Paco Auguste, professeur associé d'économie, Dion Ziaouris Armel Bongoulou, politologue. Nous parlions donc du 31e sommet de l'Union africaine qui s'est donc ouvert ce dimanche à Nouakchott et qui se clôture dans quelques instants donc en Mauritanie. Alors nous parlions donc de la question du financement. Alors quand même, ce sommet s'ouvre en présence du président français Emmanuel Macron, une vingtaine tout à l'heure, on l'a dit, une vingtaine de chefs d'État africains est présente sur 55 chefs d'État. Voilà, on parle aussi de la question de l'autonomie financière. Quelle logique dans tout cela? On parle d'un côté de désir d'indépendance financière et de l'autre côté, on invite le président français Emmanuel Macron, voilà, plus la moitié des chefs d'État africains qui ne sont même pas venus. Donc, Monsieur Bongoulou. Voilà, donc c'était juste pour dire qu'il faut régler des points essentiels au sein de l'Union africaine. Le premier point, c'est l'union et l'action commune, l'entente des chefs d'État africains à travers la résolution des crises qui divisent dans les Africains. Voilà. Parce qu'avant même de commencer à parler de l'unité africaine, il faut d'abord chercher à régler pacifiquement tous les conflits qui nous divisent. Par exemple, le foyer des tensions en République du Sahraoui, qui a fait en sorte que le Maroc aujourd'hui a toujours été en tension avec l'Union africaine, régler la question du Sud-Soudan, régler la question de la RDC qui divise les Africains, régler d'abord tous les foyers de conflits qui existent à l'intérieur même du continent africain. Raison pour laquelle l'agenda même de l'Union africaine de 2063 est fondé sur le thème « Une Afrique pacifiée et sécurisée ». Donc il faut d'abord atteindre cet objectif-là. S'il n'y a pas de guerre en Afrique, s'il n'y a pas de conflit qui nous divise, ça va d'abord renforcer l'union et nous emmener à mener les actions communes. Maintenant, sur le plan économique, il faut qu'on fasse des efforts. Je pense que... Alors, c'est intimement politique, finalement, la question du financement, elle est également purement politique. Oui, elle est purement politique, et on a comme l'impression qu'elle émane souvent d'une seule initiative. Et cette initiative, elle n'est jamais commune, l'action de l'indépendance financière. C'est toujours un chef d'État qui s'élève pour faire, qui prend l'initiative. Et souvent, on a comme l'impression qu'il n'est jamais suivi, non par ses pairs. Voilà, par ses pairs. Et on fait toujours cette remarque-là. Et le président Paul Kagame, aujourd'hui, moi, je pense c'est un président sérieux qui a démontré à travers le monde entier son amour pour l'Afrique. Il a démontré la capacité des Africains à bien gérer les États. On sent que Paul Kagame n'est pas contesté par sa population, il est aimé par sa population. On sent que le Rwanda aujourd'hui est devenu un peuple mature. Voilà, on sent qu'aujourd'hui c'est le pays le mieux géré de la planète. Donc Paul Kagame aujourd'hui, je pense qu'il a cette légitimité de revendiquer l'indépendance financière de l'Afrique, puisque lui-même aujourd'hui dirige son pays en toute indépendance, sans ingérence, sans dictat de l'Occident. Donc Paul Kagame aujourd'hui est le président africain qui détient cette légitimité-là. Mais à côté de lui, il y a des présidents qu'on connaît comme les hommes de la France, les hommes de l'Occident, les Africains qui agissent au nom de l'Occident, comme par exemple le président ivoirien Alassane Ouattara, qui je pense, ne va jamais s'ingérer dans une nation commune de l'Union africaine sans écouter dans les dictats de la France. Donc c'est un peu ces genres de problèmes-là qui existent au sein même des chefs d'État africains. Voilà. Donc les chefs d'État qui prennent l'initiative de l'indépendance économique doivent être suivis par la jeunesse, doivent être compris et soutenus par leur père. Voilà. En même temps, vous avez rappelé là tous les problèmes, tous les défis que doit résoudre l'Afrique, parce que c'est dans les enceintes comme celle-ci où on doit régler les problèmes politiques. Si l'Afrique était unie, on n'aurait pas tous ces problèmes à résoudre à l'intérieur. La question du Sahara occidental dont vous évoquez à l'instant, le Maroc a longtemps utilisé pour se mettre à l'écart. Le Maroc a finalement compris qu'il ne peut pas se passer de ce marché. Il est revenu. Tous les autres États, si on était à l'intérieur d'une union
où on essayait de résoudre nos questions politiques, on aurait moins de difficultés. Vous citez le cas de Paul Kagame, le président rwandais. Là aussi, c'est un autre problème, parce que ce dont l'Afrique a besoin, ce sont des institutions, pas des hommes aussi... Plus forts que les institutions. Voilà, parce que demain, que va-t-il se passer si Paul Kagame n'est plus là? Donc il faut faire très attention. Je ne suis pas contre cette pensée, parce qu'au fait, il faut que les institutions demeurent, qu'on les mette en place pour qu'elles demeurent, qu'elles passent au-dessus des hommes. Tant que les hommes seront au-dessus des institutions, on aura toujours la problématique de la fin de cette force lorsqu'ils disparaîtront. Parce que quand on prend par exemple un personnage fort d'il y a quelques années, le président Mandela, qui était un personnage très fort, qui nous a aidé à résoudre quelques problèmes, entre guillemets, quelques problèmes, dont notamment la crise du Congo dans laquelle il s'était impliqué, à la chute du président Mobutu à l'époque. Mais on comprend qu'une fois que ces personnalités-là disparaissent en Afrique, on retombe dans nos difficultés et nos luttes intestines. En somme, c'est un problème d'hommes et non d'institutions. Les institutions sont faites par les hommes. Est-ce qu'il n'y a pas une absence d'hommes qui ont une vision pour leur pays et pour le continent? Il l'a dit tout à l'heure, le président rwandais en est un aujourd'hui. On en a connu dans notre histoire. On a connu combien de Nkrumah. Parce que vous avez évoqué, il faut surtout avoir des institutions fortes. Oui, les institutions sont là, mais ce sont des institutions souvent bafouées. Non, pardonnez-moi. Aujourd'hui, nous n'avons pas des institutions qui ont été pensées pour résoudre les questions africaines. Non. Vous avez évoqué au début, aujourd'hui, on a tous les chefs d'État, et je l'entendais encore récemment par le président tchadien, ils sont tous attachés à l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Voilà un problème, on aurait pu dire, si on faisait sauter ces frontières, on n'aurait plus qu'un seul pays africain, et la question serait quelle est l'organisation politique qui nous permet d'avoir un seul État africain. Alors, certains vont parler de fédéralisme, enfin, on peut trouver la meilleure façon de le faire. Mais alors que si on est tous attachés, enfin, la plupart sont attachés à la question dont on ne touche pas ce qui a été décidé pendant les indépendances, je dirais même beaucoup plus loin, parce que ça remonte à la conférence de Berlin, du coup, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous avons des États trop petits qui ne peuvent pas assumer les charges d'un État. Lutter contre le terrorisme, déplacer une force de 2000, 3000 hommes, ce n'est pas les petits États avec les petits budgets que nous avons que nous pouvons le faire. Donc là, on ne peut qu'appeler, encore une fois, 20 chefs d'État sur 54. Hein. On est bien moins de la moitié des chefs d'État qui ne viennent pas prendre part à l'endroit où on doit discuter des principaux problèmes du continent. Alors, on parle souvent des moyens, mais quand même, alors par exemple, pour une force telle que le G5 Sahel, c'est moins de 500 millions de dollars de fonctionnement par an. On parle de 500 millions de dollars, c'est quand même assez dérisoire comparé à ce que l'Afrique produit chaque année, M. Bongoulou. C'est dérisoire par rapport à ce que l'Afrique produit, mais ce n'est pas dérisoire par rapport à par rapport aux revenus que les Africains. Non, voilà, je ne parle pas bien évidemment des revenus des Africains, mais en tout cas de la production et de la richesse de l'Afrique. On parle quand même de 500 millions de dollars. Oui, on parle de 500 millions de dollars, mais le niveau du G5 Sahel, qui regroupe les pays qui partagent le Sahel comme végétation, comme territoire, le problème, d'abord, se situe sur le plan technologique, sur le plan sécuritaire. Parce que, bon, les moyens sont là, mais où se trouve la technologie qu'il faut pour surveiller toute cette vaste étendue du territoire? Voilà, c'est là que se trouve le problème. Alors, pardon, mais les pays africains disent que les pays concernés disent qu'ils n'ont pas les moyens de financer Oui, on n'a pas les moyens de financer cette force sur le plan économique. Je pense qu'on peut avoir les moyens de la financer. C'est pour ça que je parle, on parle de 500 millions de dollars. Oui, on peut avoir les moyens. On peut avoir les moyens de les financer, les moyens financiers, les moyens économiques, mais on n'a pas les moyens humains et les moyens technologiques. Oui. Non, là, je suis pas. On n'a pas les moyens humains et technologiques pour surveiller des vastes étendues de terres non habitées comme le Sahel. Et ça a été constaté. On n'a pas les moyens qu'il faut. Raison pour laquelle nous avons toujours besoin des armées étrangères qui, eux, disposent de la technologie, qui, eux, disposent des satellites, qui, eux, disposent de tout ce qu'il y a comme logistique pour suivre ces vastes étendues de terre. Il était déjà dit dans les résolutions que les États, surtout les États du G5 Sahel, comme le Niger, comme le Mali, comme la Mauritanie,
n'ont pas été capables, raison pour laquelle, durant plusieurs décennies, Al-Qaïda au Maghreb islamique a vécu normalement, paisiblement, a commis des attentats terroristes sans qu'on puisse les détecter durant plusieurs années. Vous parlez de moyens technologiques. Revenons juste à un exemple récent. On est capable de s'évader en France avec un hélicoptère dans une prison. Donc dire ça, ce n'est pas suffisant pour moi. Je pense qu'à un moment donné, il y a une volonté politique. On l'a dit ici. Il faudrait que les Africains se prennent en charge. S'ils ne veulent pas se prendre en charge, ils laissent les portes ouvertes à toutes sortes de dérives. Et c'est ça notre véritable problème. On a des pays qui disposent, à un moment donné, d'abord ils viennent d'une colonisation qu'ils n'ont pas souhaitée, je suis d'accord. Au sorti de la colonisation, qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait 60 ans qu'on en sort pour la plupart des pays africains. Qu'est-ce qu'on a fait? On vit encore sur des institutions qui sont fabriquées par le modèle occidental pour extirper les ressources et maintenir au pouvoir des gens qui n'ont pas la légitimité d'y être. C'est ce qu'on vit. Et comment avec ces gens vous pouvez faire une union? Ils ont des intérêts divergents. Vous avez cité le président Ouattara tout à l'heure. Quel intérêt aurait-il à favoriser une union africaine? Quel intérêt que le président sénégalais et d'autres qui sont eux soutenus par la France, qui a tout intérêt à tirer quelque chose de leur pays, parce qu'ils le savent. Vous maintenez des monnaies comme le franc CFA, etc. Comment vous expliquez entre Africains qu'on puisse avoir des choses aussi bancales, mais concevoir une unité? C'est inconcevable ça. Soyons sérieux. Où on s'assoit et on se dit, bon écoutez les gars, tout ce qu'on nous a mis là, qu'on a décidé à Berlin en 1889, tout ce qui ne correspond même pas à notre manière de vivre, mettons un peu ça de côté, nous sommes assez réfléchis aujourd'hui, réorganisons ça, il a dit notre frère économiste, pour que les frontières qui ne nous appartiennent pas telles quelles, qui nous ont plutôt divisés, sectionnés au point de créer des problèmes internes aujourd'hui dans chacun de nos pays, on parle d'unité alors qu'à l'intérieur de notre pays, on est encore ethniciste. On pense encore à des problèmes de village. Alors qu'on nous demande de penser une unité. Alors, pour penser une unité, on doit être sérieux. On s'asseye, on a des gens qui ont réfléchi. Je lisais tantôt encore Cheikh Anta Diop qui parlait de nation, nègre et culture. Un livre qui a passé son temps, mais qui est d'actualité. Et ce livre-là, comme d'autres, sont capables de nous permettre aujourd'hui de reconcevoir nos systèmes pour nous, dans notre intérêt. Quand d'autres pensent à votre place, quand d'autres décident à votre place, alors, est-ce que les chefs d'État ne les laissent pas décider à leur place? Donc déjà, même regardez comment est-ce que l'Union africaine a été conçue. Mais elle a été calquée automatiquement sur l'Union européenne. Calquée, je vous dis, sur le plan institution, sur le plan même du fonctionnement, il n'y a eu aucune ingéniosité, aucune réflexion d'installer un organisme qui correspond en réalité même à la réalité sociale nord-africaine. On a calqué une organisation qui aujourd'hui n'a pas la même mise sur l'ensemble même du continent africain. Voilà, donc la suppression des frontières, je ne pense pas à mon niveau qu'elle peut être dans l'immédiat la solution, puisque le plus important d'abord, comme l'a souligné, c'est d'avoir l'autonomie financière. Donc, avant même d'arriver à la suppression des frontières, il faut réfléchir à comment est-ce que le continent africain aura l'autonomie financière, comment est-ce que le continent africain va se prendre en charge lui-même. Donc, plusieurs réformes ont été proposées par des chefs d'État sérieux comme Paul Kagame. Il avait un mois plus tôt mis en place la zone de libre-échange africaine. Oui, dans son pays. Voilà, parce que la création d'un marché africain, voilà, des échanges commerciaux entre Africains allait booster carrément notre économie. Et ça, c'était une belle initiative qui a été prise par le président Paul Kagame. Les intérêts sont encore divergents. Voilà. Et c'était divergent puisque la zone de libre-échange africaine, qui a été signée à Kigali le mois passé, a été ratifiée seulement que par 30 États sur 55. Alors que ce sont des idées, normalement, qui vont nous permettre d'évoluer. Attention, ce sont des idées anciennes, hein, de les organisations... Non, mais qui n'ont jamais abouti. Voilà. La zone de libre-échange, ça existait depuis longtemps, depuis les accords de Lagos, mais ça a existé, mais on ne sommes jamais arrivés à une application. Donc, la zone de libre-échange a été une bonne initiative qui a été prise par le président Kagame. Et on espère que tous les États africains vont la ratifier afin de nous permettre d'échanger entre nous les Africains. Le deuxième point que j'aimerais souligner après la zone de libre-échange, c'est l'aboutissement aussi de la création de cette taxe-là, cette taxe sur les produits importés, qui est aussi une idée que tout le monde sait parfaite, mais qu'est-ce qui nous empêche à chaque fois de les accomplir? Non. Moi, je me pose toujours la question. Dans la taxe sur les produits importés,
c'est aussi très important. De trois, il faut penser aussi à la création d'une monnaie unique. La création d'une monnaie unique qui va forcément dynamiser nos échanges commerciaux et notre économie. Donc il y a plusieurs facteurs qui sont faciles à prononcer dans la bouche, mais si difficiles à appliquer au niveau des Africains. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui nous empêche d'appliquer des mesures qui sont si simples. Paco Auguste, vous voulez intervenir? Oui, je voulais simplement dire que dans ce catalogue que vous citez, vous avez absolument raison, sauf que ce n'est pas comme ça qu'il faut traiter cette question-là. Moi, je la vois un peu comme les Américains avaient fait. Est-ce que vous savez que les États-Unis, depuis qu'ils ont créé leur constitution, pourquoi elle n'a pas bougé? Parce qu'elle a été pensée par des gens qui se sont réunis, qui ont réfléchi et qui ont créé des institutions stables qui satisfont aux besoins du pays. Et les besoins du pays, c'est d'abord quelle institution on va mettre en place pour que la cession au pouvoir soit ordonnée et aussi la façon dont on va quitter le pouvoir pour qu'on puisse quitter le pouvoir sans que ça entraîne un drame pour celui qui le quitte. Deuxièmement, quelle institution on met en place pour que les individus soient libres et puissent assumer leurs besoins élémentaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Tout ce que vous avez cité là, on fait un peu des copier-coller et à mon avis, ce ne sera pas la solution. Vous évoquez la monnaie, sujet crucial, mais une monnaie telle que les Africains appellent de leur vœu n'a aucun intérêt si on n'a pas organisé une économie qui va soutenir la monnaie. La monnaie est une question politique. La monnaie en elle-même, c'est d'abord la politique, ce n'est pas autre chose. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat, ce décryptage autour de ce sommet, 31e sommet de l'Union africaine qui se clôture donc ce lundi à Nouakchott. On marque une très courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.